Alors avec la bibliothèque NumPy, j'ai la possibilité de créer des tableaux qui contiennent des valeurs particulières. Par exemple, pour créer un tableau qui contient que des zéros, eh bien j'ai une fonction qui s'appelle 0 avec un S, ou pour créer un tableau qui contient que des 1, j'ai la possibilité d'utiliser la fonction once. J'ai aussi la possibilité en fait de créer un tableau qui contient des valeurs qui sont non initialisées, donc en utilisant en fait la fonction empty. Alors c'est à utiliser en faisant particulièrement attention. Pourquoi? Eh bien parce que si on oublie d'initialiser les valeurs du tableau, eh bien on peut obtenir en fait des résultats qui peuvent être n'importe quoi. Alors, exemple, donc si je fais x égale np de 0 de 5, je crée un tableau qui contient 5 valeurs initialisées à 0. np.once de 3, ça me crée un tableau qui contient 3 valeurs de 1. Alors, à partir du moment où je suis capable de créer un tableau de 1, je peux créer un tableau qui contient n'importe quelle valeur. Si je voulais, par exemple, créer un tableau qui contient que des 5, eh bien, il suffit simplement d'écrire 5 multiplié par np.once de 3. Et à ce moment-là, y, en fait, c'est un tableau qui contient, en fait, les valeurs 5. D'accord? Donc, c'est l'équivalent à initialiser y de cette façon-là. Voilà. Si je crée un tableau vide, eh bien, vous voyez que les valeurs que j'obtiens sont des valeurs qui sont complètement quelconques. En général, ça peut être des nombres très petits ou des nombres très grands. Donc, c'est ce que contenait la mémoire quand on a créé le tableau. Alors, j'ai la possibilité aussi de créer un tableau à partir de listes de valeurs. Donc, ça se fait à partir de la fonction qui s'appelle arrange. Donc, cette fonction arrange, c'est l'analogue en fait de la fonction range que l'on connaît déjà sous Python. Donc, ça construit un tableau de valeurs dans lequel on fixe la valeur du début, la valeur de fin, et cette valeur de fin est exclue. Et je peux spécifier en fait un pas. Donc, par exemple, si je prends arrange de 0,10,1, donc je vais prendre toutes les valeurs comprises entre 0 et 10 exclues avec un pas de 1. Et donc, vous voyez que si j'affiche le tableau, eh bien 10 est en fait exclu. Donc, la dernière valeur est exclue. Donc, ça, c'est important à noter. C'est la même chose que si j'avais en fait construit une liste avec range de 10. Donc là, ça me crée une liste de valeurs de 0 à 10 exclues et que j'avais créé un tableau à partir de cette liste en utilisant en fait array. Je peux spécifier pas simplement des valeurs entières, mais je peux aussi spécifier des valeurs réelles. Et donc là, si je remarque en fait les valeurs arrange de 0.10.15, ça me prend en fait des valeurs qui sont comprises entre 0, 1, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 5 et 9, et j'ai toujours pas la dernière valeur. Donc là, le test, c'est que la dernière valeur doit être toujours strictement inférieure à la valeur de fin. Donc j'arrête les valeurs à partir du moment où la dernière valeur devient supérieure ou égale à fin. J'ai la possibilité aussi de créer des intervalles, donc c'est la fonction linspace, donc intervalle linéaire, dans lequel je spécifie aussi le début et la fin, mais cette fois-ci, par défaut, la valeur de fin est inclue. Donc j'inclus la valeur de fin dans mon tableau, c'est-à-dire qu'ici, en fait, le tableau que je crée, c'est un tableau qui contient début, fin, et le pas, dans ce cas-là, évidemment, le pas, c'est la valeur de fin moins la valeur de début. Et si je veux n éléments, eh bien, si je prends le début et la fin, évidemment, le nombre d'intervalles, c'est le nombre d'éléments moins 1. Donc, le pas, c'est fin moins début divisé par n moins 1. Donc, c'est ce que je vérifie à l'aide des exemples suivants. Donc, si je prends 11 valeurs comprises entre 0 et 10, j'ai bien toutes les valeurs 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si je prends les valeurs, 3 valeurs équiréparties entre 0 et 10, eh bien j'ai 0, 5, 10. Voilà. Donc je peux aussi créer des valeurs aléatoires. Donc un tableau avec des valeurs aléatoires. Donc j'utilise pour cela en fait la sous-bibliothèque
random de NumPy. Donc, pour accéder aux fonctions de la sous-bibliothèque random, j'utilise en fait la notation np si j'ai appelé np la bibliothèque NumPy. Donc, c'est np.random pour la sous-bibliothèque, point le nom de la fonction. Donc, la fonction qui m'intéresse, c'est la fonction rand qui permet de générer en fait un tableau dont la dimension est spécifiée comme argument. Donc ici, je génère un tableau de 5 valeurs et 5 valeurs aléatoires qui sont comprises entre 0 et 1 inclus. Donc ça, c'est une façon de générer des valeurs aléatoires. Je peux aussi générer des valeurs à partir d'une expression. Donc pour générer des valeurs à partir d'une expression, c'est ce qu'on appelle des listes de compréhension. Donc je vais spécifier une expression. Donc là, c'est une expression qui va être fonction d'une variable. Donc ici, la variable, je vais la noter petit i. Et ensuite, je spécifie en fait la zone de variation de cette variable par une boucle for. Donc je vais dire que je vais prendre l'expression pour toute valeur de i in range n, c'est-à-dire comprise entre 0 et n exclus. Exemple, si je veux initialiser en fait un tableau qui va contenir les valeurs i au carré, i étant l'indice du tableau, eh bien, je l'écris sous la forme x égale np array, parenthèse, donc entre crochets, donc la liste de compréhension qui va me permettre de générer les valeurs du tableau. Donc ici, i2, i fois i, donc ça c'est mon expression. Et ici, j'ai la variation de l'indice qui varie de 0 à 4. Et c'est ce que je vérifie lorsque j'affiche la valeur du tableau. Alors, une autre chose que je peux spécifier lorsque je crée un tableau, je peux spécifier en fait le type des éléments du tableau. Et pour cela, je vais utiliser en fait un argument nommé qui est dtype, qui me permet de dire est-ce que je veux un tableau d'entier, donc int, ou un tableau de réel. Donc réel, c'est évidemment float. Donc par exemple, si je veux créer un tableau de 3 entiers, je vais faire initialiser à 0, je vais l'écrire sous la forme np.0, 3, et là je vais spécifier en fait le type, donc je vais dire dtype égale int. Donc si je fais ça, eh bien, je vérifie bien que j'obtiens en fait un tableau NumPy qui contient en fait des éléments qui sont des entiers sur 64 bits. Alors nous allons voir maintenant comment on accède à la dimension et aux divers éléments d'un tableau. Alors tout d'abord, comment on obtient le nombre d'éléments d'un tableau? Eh bien le nombre d'éléments d'un tableau, si x c'est un tableau NumPy, x.size, ça me donne le nombre d'éléments du tableau. C'est évidemment équivalent à length de x, ou length, c'est la longueur, enfin c'est la taille d'un objet sous Python. Ça me donne évidemment la même chose. Vous voyez que en fait un tableau, en fait sous NumPy, c'est en fait une classe, et on utilise en fait la notation de classe pour avoir accès aux propriétés du tableau. Donc si je veux une autre information qui est la taille du tableau, donc la taille du tableau c'est x.shape, et ça me donne un résultat qui est la dimension, enfin le nombre d'éléments du tableau suivant chaque dimension. Pour un tableau 1D, il n'y a qu'une seule dimension. Donc ça renvoie la même information que size, simplement sous la forme d'un tuple, c'est-à-dire une liste non modifiable. Évidemment, je ne peux pas modifier en fait les dimensions d'un tableau. Donc c'est ce que je vérifie sur le petit exemple Python suivant. Si x c'est un tableau de 0 qui contient 5 valeurs, x.size c'est évidemment 5, length de x c'est évidemment 5, et shape x.shape, eh bien ça me renvoie parenthèse 5, virgule, donc une liste qui contient une seule valeur qui est 5, qui est le nombre d'éléments de la dimension 1 du tableau. Je peux avoir accès aux différents éléments d'un tableau. Donc, je vous rappelle que si j'écris x de i, eh bien, donc là, c'est l'élément
i plus 1 du tableau. Donc x de 0, c'est évidemment le premier. Et si je veux avoir accès au dernier, si n, c'est la dimension du tableau, eh bien normalement, le dernier, c'est x de n moins 1. Et donc là, c'est le dernier. Et sous Python, en fait, sous la bibliothèque NumPy, eh bien, si je veux avoir accès au dernier élément, eh bien, je peux le noter simplement x de moins 1 sans spécifier, en fait, la valeur, le nombre d'éléments. Hein. Donc, x de moins 1, ça représente le dernier élément de mon tableau. Donc, si j'ai un tableau qui contient les valeurs de 1 à 2 avec un pas de 0, 2, hein, c'est-à-dire 1, 1, 2, 1, 4, 1, 6, 1, 8. X de 0, c'est le premier, ça va m'afficher ça. Et x de moins 1, c'est le dernier, ça va m'afficher 1, 8. Alors, c'est ce que je vérifie si j'exécute ce programme. Hein, j'ai bien 1 et 1, 8. Alors, sous Python, j'ai aussi la possibilité de manipuler en fait des sous-tableaux, c'est-à-dire d'extraire des sous-tableaux du tableau initial. Pour cela, j'utilise la syntaxe suivante, x crochet début de point fin de point pas. Donc ici, c'est l'indice de début du tableau. Ici, c'est l'indice de fin, cet indice de fin correspondant à une valeur qui va être exclue. Et ici, j'ai l'incrément pour mes indices. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais créer ici un tableau qui va contenir comme valeur x de début, donc la première, x de début plus pas, virgule x de début plus k fois le pas, jusqu'à une dernière valeur, hein, x de q. Et q est tel que q, c'est en fait début plus un certain nombre de fois le pas, et q plus, et ça c'est inférieur strictement à fin, et q plus pas, lui, doit être inférieur ou égal, doit être supérieur ou égal à fin. Donc voilà la façon d'extraire un sous-tableau. Donc si je prends l'exemple suivant, donc x, 2 points, donc je spécifie ni le début ni la fin, donc là ça veut dire que j'accède à tout le tableau. Si maintenant je prends x de 1, 2.3, ça veut dire que j'accède au tableau avec un indice qui va de 1 à 3 exclu. Ça veut dire que ici j'extrais un tableau de deux valeurs qui est x de 1, x de 3. Si je fais x 2.2.2, ça veut dire que je prends un indice de début qui commence à 0, un pas qui vaut 2, donc là je prends x de 2, x de 4, etc. jusqu'au dernier élément, donc qui vaut x de 8. Donc x de 8, c'est l'avant-dernier élément, hein, donc c'est dans ce cas-là 8, hein, puisque 8 est évidemment strictement inférieur à 10, et 8 plus 2, lui, est supérieur ou égal à 10. Maintenant, si j'affiche print de 1 à moins 1, donc là, il faut faire attention, hein, c'est pas de 1 jusqu'au dernier élément du tableau, puisqu'ici, la valeur de fin, c'est le dernier, donc ici, c'est la valeur de 1 jusqu'à l'avant-dernier. Donc ici, les valeurs, c'est x de 1, x de 2, etc. X de 9, c'est le dernier, donc l'avant-dernier, c'est x de 8. Donc les valeurs qui sont affichées, c'est les valeurs de 1 à 8 ici. Donc là, c'est ces valeurs-là, et ça correspond en fait au sous-tableau x de 1, 2 points, moins 1. Donc voilà pour la manipulation des sous-tableaux. Lorsque l'on veut faire de la copie de tableau sous Python, il faut faire attention. En effet, si par exemple x est un tableau, on pourrait penser que l'instruction y égale x va créer un nouveau tableau y qui va contenir les valeurs de x. En fait, ce n'est pas tout à fait ce qui se passe. Si x est un tableau
eh bien, je peux l'associer à une certaine adresse mémoire, par exemple 100. Si c'est un tableau de 3 valeurs, eh bien, je vais par exemple avoir à l'adresse 100 les 3 valeurs qui vont être stockées, par exemple 1, 2, 3. Donc j'ai une zone mémoire qui contient les valeurs 1, 2, 3. Et quand je crée y égale x, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, je vais créer une nouvelle variable y, mais qui ne va pas être associée à une nouvelle zone mémoire. Elle va être associée à la même zone mémoire que x. Je vais dire que y, en fait, c'est un alias de x, c'est-à-dire ça partage les mêmes données. Donc y partage les données avec x. Ce qui a pour conséquence le fait que si je modifie y, je vais aussi modifier les valeurs qui sont dans le tableau x. Si je veux effectivement créer un nouveau tableau qui contient au départ les valeurs de x, eh bien il faut que je fasse une copie explicite. Et cette copie explicite, je peux la faire en utilisant les notations matricielles, en écrivant par exemple y2 égale x2. Donc dans ce cas-là, je vais copier explicitement les valeurs de x dans y, en supposant que y, c'est un tableau qui a la même dimension que x. Sinon, évidemment, j'ai une erreur. Ou l'autre façon de faire pour la copie explicite, c'est utiliser en fait la fonction copie de la classe tableau, qui permet en fait de créer une copie du tableau qui contient en fait les valeurs du tableau x. Et dans ce cas-là, y et x sont différents. Y et x, ce sont deux variables différentes. Alors, il faut aussi noter que dans le cas de la bibliothèque NumPy, eh bien, y égale x2, ça crée aussi un alias. Dans le cas de NumPy, c'est différent. Dans le cas des listes, on a un comportement différent. Donc on peut regarder ce comportement sur l'exemple Python suivant. Donc ici, je crée un tableau x. Quand j'écris y égale x, eh bien là, je vais écrire que y, c'est un alias vers x. Maintenant, je crée un tableau z de 0. Ici, je vais copier explicitement les valeurs de x dans z. Donc, je vais avoir x et z qui vont être deux variables différentes. Alors qu'ici, y et x partagent la même zone mémoire. Donc, si je modifie y, eh bien, je vais modifier le tableau x. Par contre, dans le cas de z, eh bien, je ne vais pas modifier x, puisque x et z sont deux variables différentes. C'est ce que je vérifie en affichant la valeur des tableaux x, y et z. Je vois que quand j'ai modifié au départ x valait 0, quand je modifie y de 0, je le mets égal à 1, j'ai bien x et y qui sont modifiés. Donc j'ai x de 0 qui a été modifié, alors que ce que j'avais modifié, c'est y de 0. Par contre, vous voyez que pour z, j'ai modifié z de 0, je l'ai mis à 2, et z de 0, ça n'a pas modifié x de 0.